Cette semaine, la fine équipe d'ORLM vous propose un débrief complet de l'Apple Events. Premières impressions sur l'iPhone X par ceux qui l'ont eu en main. Alors son prix est-il justifié? Faut-il lui préférer l'iPhone 8? Quid des nouvelles Apple Watch Series 3 et Apple TV 4K? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver désormais sur YouTube en plus de notre chaîne préférée Dailymotion. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également nous podcaster sur iTunes en HD ou en une version audio et retrouver toutes nos émissions sur notre nouvelle app iOS et pour Apple TV. Cette semaine, juste après la keynote que nous avons commentée en direct, je vous rappelle que vous pouvez la revivre en replay dans son intégralité ou en une version raccourcie sur nos différentes chaînes. Retour aujourd'hui sur les annonces de Tim Cook avec un debriefing complet des annonces avec comme chroniqueur cette semaine à mes côtés en plateau celui qui ne se sépare jamais de ses 3 smartphones, mon ami Stéphane Zibi, consultant. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Ça va bien? Ça va très bien. 3 téléphones aujourd'hui? Oui, j'en ai mis 3. Donc un iPhone, voilà. On va comparer avec, c'est bien, tu as l'étalard du marché. Donc voilà. iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 7 Plus et S8. On va comparer avec ça. Très bien. En duplex depuis San José, il a assisté à la keynote au Steve Jobs Theater. Il a eu la chance de prendre en main et en avant-première les nouveaux iPhones. Grégoire Martinez de Europe 1. Bonjour Grégoire. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci d'avoir réussi à trouver une connexion internet dans la Silicon Valley. C'est toujours compliqué. On a un peu galéré pour faire tenir la connexion. Oui, c'est toujours difficile. Et tu vas nous donner tes premières impressions puisque tu as eu la chance d'avoir l'iPhone X en main. Également en duplex, il a dirigé bon nombre de rédactions de la presse high-tech, usé des journalistes à l'appel. Monsieur Thierry Derouet. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Ça va bien? Je suis pas si monstrueux que ça. Mais non, je plaisante. Ah, bon. Quoique. Allez, retour sur les annonces d'Apple avec en pole position l'iPhone X. Bien sûr. Alors, l'iPhone X, première rencontre, Grégoire. Quelles premières impressions cela t'a fait d'avoir cette nouvelle génération d'iPhone X entre les mains? La première impression qu'on a, dès qu'on le voit, c'est l'impression d'avoir un écran dans la main. En fait, ce grand écran de 5,8 pouces qui recouvre quasiment toute la face avant et un écran vraiment magnifique. En plus, on en reparlera, mais les qualités de cet écran sont indéniables. Donc voilà, c'est vraiment la première chose qui frappe quand on le prend en main, c'est l'écran qui recouvre toute la face avant. Alors pour résumer et pour être un peu réducteur, c'est le châssis de la taille en gros d'un iPhone 7. Exactement. Mais avec en gros un écran de l'iPhone 7 Plus. Hein. En fait, c'est un espèce de mix entre l'écran d'un iPhone 7 Plus, la taille d'un iPhone 7, le meilleur des deux. C'est-à-dire que voilà, l'iPhone 7 Plus, il était un peu volumineux quand même, mais c'était très appréciable d'avoir cet écran de 5,5 pouces. Et ben là, dans la taille d'un iPhone 7, on a un écran encore plus grand même que celui de l'iPhone 7 Plus, que l'écran de l'iPhone 10 fait 5,8 pouces. Voilà. Quel est le premier sentiment qui t'est venu lorsque tu l'as eu en main? Le form factor, est-ce qu'il te semble plus judicieux que le 7 Plus? C'est vrai où on a du mal à l'utiliser d'une seule main, tout simplement. C'est beaucoup plus agréable en fait dans la main, ça tient mieux dans la main. Apple a repris en plus les points forts de l'iPhone 7, c'est-à-dire les formes arrondies, les bords arrondis. Du coup, c'est particulièrement agréable quand on le tient en main, puis du coup, il est plus léger, il est plus compact, donc oui, c'est vraiment plus agréable en main. Ouais. Apple a fait une différence quand même par rapport au Galaxy S8, c'est qu'il n'y a qu'une seule taille d'écran, hein, le 5,8 pouces. Est-ce que tu penses que Apple quelque part considère qu'au-delà c'est inutile et on essaie de créer un nouveau standard comme il l'a fait dans le passé avec l'iPhone première génération?
Je ne sais pas si au-delà c'est trop. Créer un standard en termes de taille d'écran maintenant, je pense que c'est aussi très compliqué parce qu'on a des gens qui vont vouloir un iPhone SE avec un petit écran, d'autres qui vont vouloir un très grand écran. 5,8 pouces dans la taille en plus et de la façon dont l'iPhone 10 est compact, ça me semble en tout cas être un bon compromis. Ici en plateau avec Stéphane, toi qui as justement les 3 différentes tailles d'écran d'iPhone, y compris le Galaxy S8, quel est ton sentiment? Est-ce que le 5,8 pouces va être une référence pour le futur? En fait, Apple a souvent de fait imposé les usages et c'est devenu une référence avec le temps et les autres ont suivi derrière. Là, c'était Apple qui était plutôt suiveur ces dernières années. Ces dernières années, c'était l'inverse. C'était un peu l'inverse. Mais là, en l'occurrence, il semblerait que cette taille-là, en tout cas entre la forme factor de l'iPhone 7 qui est quasi parfaite pour une main normale comme la mienne, pas trop grande quand même, et un écran géant que tout le monde plébiscite quand on l'a, parce qu'on a du mal à redescendre. Très immersif. Et donc là, en plus, comme on rentre, et là je l'avais déjà évoqué quand on parlait du S8, c'est vrai que l'effet borderless, moi j'utilise beaucoup le Samsung pour tout ce qui est image et vidéo, que ce soit en consultation ou même en prise de photo ou de vidéo. Et il est fort probable que ça devienne l'usage et un standard au fil des années. Et donc la phrase de future de smartphone pour les 10 prochaines années, ça va probablement arriver, oui. Ouais. Toi, tu as fait quel choix concernant le Galaxy S8? Tu as pris le très grand modèle? Oui. Le très très grand modèle? Oui. Ouais. C'est pas trop grand pour l'usage J'ai abîmé beaucoup de poches de costume. Quel est ton sentiment, Thierry, de ton côté? Est-ce que tu crois qu'Apple parie sur un nouveau form factor? Sans doute. Moi, je dois dire un truc, c'est que j'ai toujours pleuré devant la qualité des écrans OLED. Ouais. On ne l'a pas précisé, mais effectivement. Effectivement, là, c'est vrai que c'est l'une des grosses avancées de cet iPhone 10. Voilà, mais d'écran. J'ai aussi pleuré devant le Samsung parce que c'est quand même un sacré bel écran. Donc voilà. Et quelque part, c'est pas anodin puisque c'est quand même les dalles de chez Samsung qui sont aujourd'hui dans l'iPhone. Mais c'est vrai qu'on se posait la question à quoi ça sert les bords raffinés sur les premières générations de Galaxy. Là, on comprend l'avantage, c'est-à-dire qu'on peut réduire la taille du châssis tout en conservant un écran grande diagonale, voire plus grand que l'iPhone 7 Plus, Grégoire. Exactement, en fait, l'avantage de la disparition quasiment de ces bordures autour de l'écran, c'est que voilà, on peut mettre un écran plus grand dans un téléphone qui garde la même taille. Donc soit effectivement, c'est le choix qu'Apple aurait pu faire mais n'a pas fait, c'est garder la taille de l'iPhone 7 Plus et mettre un écran encore plus grand, soit prendre une taille plus petite et faire un compromis. Ouais. Concrètement, les avancées de l'OLED, tu les as perçues du premier regard lorsque tu as allumé l'iPhone 10 pour la première fois? C'est assez flagrant. Alors les écrans des iPhone 8 et 8 Plus, on en reparlera, sont déjà très réussis et très jolis, même si c'est pas de l'OLED. On en parlera juste après. Cet écran OLED qu'Apple appelle Super Retina Display, il est tout simplement magnifique. En fait, on a un taux de contraste qui est très élevé, des couleurs qui sont plus vives, la luminosité est aussi plus élevée, et puis les noirs, tout simplement, sont plus profonds parce que l'avantage, le principal atout de l'OLED, c'est que quand l'écran affiche du noir, les pixels sont éteints, donc ça ne consomme pas et c'est du vrai noir entre guillemets. Est-ce que tu as justement eu l'occasion de faire une comparaison live entre le GS8 et voire même le Galaxy Note 8, qui est encore plus grand, et l'iPhone 10? Effectivement, j'avais le Galaxy Note 8 avec moi. On a deux écrans qui sont très réussis. De toute façon, on arrive sur des écrans qui sont d'une excellente qualité, on ne peut pas dire autre chose. Oui, surtout qu'a priori, ils ont les mêmes fournisseurs. Exactement, les deux en plus ont les mêmes fournisseurs, c'est Samsung qui a fourni les écrans. Donc voilà, on arrive sur deux très beaux écrans qui se valent, en tout cas qui se valent au moins. Ouais. Bien. Première impression, donc tu as dit c'est l'écran. Deuxième impression, j'imagine, c'est le design. Est-ce qu'on peut parler de vraies ruptures, Grégoire? Alors, de vraies ruptures, oui. Après, Apple reprend aussi quand même certains éléments qui ont fait le succès et qui étaient les qualités des précédents modèles. Ce que je disais tout à l'heure, notamment les formes arrondies et les tranches arrondies qui sont présentes sur l'iPhone 7, sur l'iPhone 8 et qui reviennent sur cet iPhone 10. Ça donne un téléphone très agréable à tenir en main. Et puis le verre derrière, c'est admirablement bien construit. On a une impression de haut de gamme immédiatement. Enfin voilà, c'est un bel objet. Ouais. On n'a pas une impression de fragilité non, particulière? Alors pas du tout, mais même sur l'iPhone 8, en fait, l'un comme l'autre, qui ont une coque arrière entièrement en verre, on n'a pas du tout d'impression de fragilité, de peur de le casser.
Et le verre n'est pas froid en plus, il est assez agréable à tenir en main. Les couleurs, donc aujourd'hui noir ou blanc, c'est ça? Il n'y a que deux couleurs pour l'instant. Exactement, gris sidéral ou blanc sur l'iPhone 10. Ouais. Oui. Le seul point qui différencie du premier coup d'œil, qui permet de reconnaître l'iPhone aujourd'hui, c'est sa signature du design, c'est cette fameuse barre noire qui concentre les capteurs. Elle fait pas alors que moi, je trouve... Elle ne fait pas vraiment l'unité sur le web aujourd'hui. Ouais, moi je la trouve très réussie. Je trouve que c'est très bien intégré justement par Apple. C'est très habile cette petite encoche en haut de l'écran. Ça permet de pas avoir une grosse bordure qui est juste en haut et qui prend toute la place. Là, elle vient juste sous forme d'encoche dans l'écran et c'est très réussi. Tu résumes un petit peu, il y a les principaux capteurs qui sont concentrés là, ce qui explique qu'on a vu évoluer le design d'iOS 11 ces derniers mois. Exactement, donc il y a la caméra frontale évidemment, il y a aussi un capteur infrarouge pour Face ID, on en reparlera je pense. Ouais. Et puis il y a un autre capteur également pour Face ID, après il y a le microphone, toutes ces choses-là. Non, voilà, c'est cette caméra qu'Apple appelle True Depth et qui est très réussie. Ouais. C'est la signature d'Apple désormais pour illustrer l'icône de l'iPhone. Ouais. Stéphane, ici en plateau, qu'est-ce que tu as pensé de ce design, de cette justement... petite barre noire qui maintenant surplombe l'écran, ça t'a convaincu? Vraiment, sincèrement, j'ai été surpris agréablement, comme on n'a pas été depuis plusieurs années. Et ouais. Je pense... Enfin une rupture. Enfin quelque chose qui est différent des autres. L'année dernière, c'était une franche déception en termes de design. Hein. Depuis... Ouais, je sais même pas quand, je me souviens que j'ai été surpris en fait. Ouais, moi, il y avait des évolutions, c'était un peu plus fin. L'iPhone 5 était plutôt une évolution de l'iPhone 4 dans le style, même si c'était de l'aluminium alors que c'est de verre. C'est vrai qu'il n'y avait pas de franche rupture. En fait, en fait c'était bien, mais en fait le waouh venait des autres. Oui. C'est-à-dire quand on regardait les Xiaomi, quand on regardait les Samsung, on disait que c'était vraiment bien, tu vois. Donc là, j'ai dit tiens, c'est bien, le Face ID, c'est vraiment quelque chose qui les met vraiment en... On va en parler tout à l'heure. On en parlera après, mais c'est vrai que quand on regarde ça, je dis ouais, moi en tout cas, les photos que j'ai eues en vie, la seule grosse déception, c'est que ce soit seulement les précommandes en 27 octobre on va en parler. Et en début novembre pour les récupérer, alors qu'on avait l'habitude de les avoir tout de suite. On va en parler. Dernier point sur le design avec peut-être Thierry, qu'est-ce que tu as en pensé? Tu as été convaincu, tu as été séduit. Tu penses qu'ils ont pris leur temps, près de 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on attendait l'arrivée de cet iPhone 8. L'iPhone 7 l'année dernière, on disait, mais bon, le vrai iPhone, ce sera l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est bien d'avoir cette rupture générationnelle avec, on va dire, parce que le design, c'est aussi le design fonctionnel. iPhone 10, non pas iPhone 8, j'ai dit iPhone 8. Oui. Donc sur le côté disparition d'un bouton dont on va très probablement pouvoir se passer. Et puis, cette capacité à refaire un objet au design hyper simple. Moi, le premier truc que j'ai vu, c'est que je me suis dit, chouette, j'avais pleuré quand on avait perdu le design de l'iPhone 4, le côté hyper haut de gamme du côté du traitement en verre et tout ça. Ou même du premier iPhone, parce que les 3G et 3GS, c'était juste de sacrées horreurs, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai eu le sentiment de ce retour, effectivement, à cette volonté d'être là vraiment avec le plus bel appareil, avec le plus beau châssis. Bon, après, ça s'en sent sur un autre aspect, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tu en parlais à l'instant, Thierry, l'une des caractéristiques et je dirais une chose qui est liée à l'agrandissement de l'écran, c'est la disparition du bouton Home. On en parle dans ce prochain chapitre. La caractéristique de cet iPhone 10, c'est la disparition du bouton Home. Est-ce que cela manque? On sait que c'est un usage qui est installé depuis des années, depuis le premier iPhone. Grégoire, près de 10 ans. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti en le prenant en main? Est-ce que tu t'es senti un petit peu perdu? Alors non, en fait, c'est très étrange parce qu'effectivement, ce bouton Home, il servait à tout, à revenir à l'écran d'accueil, à lancer le multitâche, à lancer Siri. Mais les gestes qu'Apple propose sont assez naturels, on prend assez vite le rythme. Alors tout simplement, donc si on résume, pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle page, il faut partir du bas de l'écran vers le haut. Pour accéder au multitâche, il faut partir du bas de l'écran et s'arrêter au milieu. Et puis pour accéder au centre de contrôle, il faut pour le coup partir du haut au niveau de l'icône de la batterie, du Wi-Fi et du réseau et descendre vers le bas et là on a le centre de contrôle qui apparaît. Là on peut dire qu'Apple a pris un vrai risque, Stéphane, sur le Galaxy S8, il n'y a pas de bouton Home, mais il y a un bouton Home virtuel, ça aurait pu être une solution. En fait, c'est la gestuelle qu'on va avoir maintenant sur
l'iPhone 10 est à peu près identique à celle qu'il y a sur le Samsung S8. Après, oui. J'ai tendance quand même à préférer cette option où on n'a pas de bouton d'accueil. On n'a pas parce que sur le Galaxy S8 et sur la plupart des smartphones qui n'ont pas de bouton d'accueil physique, on a une barre en bas de l'écran. En fait, oui, qui a un bouton virtuel en clair aussi. Sur laquelle il y a un les faux boutons, bouton, voilà. tu appuies dessus. Exactement. Et là, du coup, on perd une partie de la taille de l'écran. Là, l'avantage de ces gestes, c'est qu'on garde toute la taille de l'écran pour afficher du contenu et pas un bouton, quoi. Exactement. Et donc c'est ça. Donc à la fin, c'est en train de devenir un standard. Et en fait, là, sur ce coup-là, Apple a fait le suiveur par rapport à Apple. Apple a fait le suiveur par rapport aux autres et à Samsung en particulier sur ce coup-là. Mais si ça devient un standard et que tout le monde a l'habitude, étant donné qu'on a une forme de standardisation et que les écrans, les téléphones ont tendance à tous se ressembler en étant borderless, ben c'est peut-être pas plus mal. Par contre, on va avoir de plus en plus de mal à les reconnaître en facial, comme je l'ai pu déjà le dire auparavant. Thierry, qu'est-ce que tu as pensé de la disparition de ce bouton latéral qui était la signature graphique de l'iPhone? Maintenant, c'est la petite barre en haut. Est-ce que tu considères que ça risque d'être un petit peu difficile pour les moins geeks des utilisateurs d'iPhone? Bon, est-ce que ça a été difficile de se passer sur cet iPhone-là du bouton déverrouillé, qui était un bouton virtuel C'est un peu grogné. Oui, mais bon, franchement, déjà, on ne savait pas à quoi ça servait quand on l'a vu la première fois, il faut le reconnaître, qu'il fallait glisser sur le côté le curseur pour déverrouiller. Après, il y a eu le Touch ID qui est arrivé. Aujourd'hui, il y a mes yeux et mon visage qui déverrouillent le téléphone. C'est un faux débat. Et puis, on voit aussi des évolutions, notamment dans l'ergonomie, avec iOS 11 sur un iPad. Ouais. Très bien. On voit l'ergonomie aussi évoluer de ce côté-là. Alors, certes, le bouton Home sert toujours, mais on voit très bien que c'est juste une habitude. Et une habitude, tu sais très bien que ça va, ça vient. C'est en 2-3 jours, c'est complètement oublié. Avant de parler de Face ID, tout de suite, dans un instant, un petit détail quand même avec Grégoire concernant le bouton latéral. Il y avait pas mal de rumeurs comme quoi, comme quoi ce bouton allait disparaître, ça allait être un bouton virtuel, un faux bouton, on n'appuyait pas mais on avait un retour haptique. Qu'en est-il vraiment et surtout à quoi sert-il ce bouton latéral? Alors, c'est une bonne question. Moi, il ne m'a pas semblé que c'était un bouton virtuel. Pour moi, ça reste un vrai bouton, ce bouton latéral. Et surtout, il a été élargi parce qu'en fait, donc, il sert toujours à déverrouiller le téléphone si on veut l'utiliser. Donc pour déverrouiller, on utilise le bouton latéral. On est d'accord, alors on utilise soit le bouton latéral, soit on tapote sur l'écran. Si vous tapotez sur l'écran de l'iPhone 10, il va se réveiller. Et puis, il sert aussi à lancer Siri maintenant, ce bouton. Si vous restez appuyé, vous lancerez Siri. Bien. Passons maintenant donc effectivement à un point important. Comment utiliser Touch ID à la fonction d'empreinte digitale? Elle a tout simplement disparu sur cette version d'iPhone 10. Bonjour donc Face ID. Est-ce que vous considérez, messieurs, qu'Apple prend quelque part un risque énorme, parce que tout son écosystème, on l'a dit lors du live, est basé, notamment Apple Pay, et surtout la sécurité de l'iPhone, autour de l'empreinte digitale. Aujourd'hui, donc, c'est un système de reconnaissance faciale. Avant d'avoir l'opinion de Grégoire qu'il a utilisé, peut-être un retour avec Stéphane, tu considères qu'Apple vraiment prend un risque énorme? Parce que s'il y a la moindre faille, c'est une catastrophe thermonucléaire pour Apple. Il semble sur deux, ils ont multiplié les annonces et les statistiques cherchant à justifier et à sécuriser ça, sachant que ceux qui ont essayé la Face ID, l'équivalent de la Face ID avec le Samsung, avec une simple photo d'identité, pouvaient débloquer la chose. C'est pour ça que je me dis qu'Apple ne prend pas un risque. On sait qu'a priori, les technologies sont différentes. Oui, c'est ça, les technologies sont différentes. A priori, justement, là, le fait de ne pas avoir été précurseur sur le coup, mais attentif et développant la propre technologie est peut-être une meilleure chose et la meilleure stratégie, parce que grosso modo, moi j'ai déjà vu dans pas mal de sociétés et des banques en particulier en Suisse, la reconnaissance faciale est priorisée même à n'importe quel autre type de reconnaissance, comme le doigt ou le badge qu'on connaît tous depuis des années. Et donc c'est les reconnaissances par iris, sauf qu'à l'époque, tous étaient obligés d'enlever leurs lunettes. Là, ils ont repoussé les limites. On peut garder nos lunettes, mettre une perruque, une écharpe, ou un casque de moto, ça on va peut-être essayer. Mais globalement, ils ont beaucoup travaillé. Tim Cook l'a bien insisté hier quand j'ai revu la keynote à ça. Donc en gros, ils ont martelé la chose.
Nous verrons à l'usage et je pense de toute façon il y aura bien des petits malins qui vont réussir à le déplomber et quand ils vont réussir à le déplomber, ça fera la une des journaux ou de On refait le Mac. Il ne vaudrait mieux pas pour Apple. Hein. Il ne vaudrait mieux pas. Grégoire, quel était le discours d'Apple donc, à Cupertino hier et au-delà, quelle est ta première impression autour de la techno de Face ID? Alors sur le coup du déverrouillage par rapport à une photo, en fait la principale différence par rapport aux autres, c'est que là le système fonctionne en 3D. Donc si on lui met une photo, forcément c'est plat et donc le système comprend qu'on essaye de le tromper. Il faut absolument qu'il y ait un vrai visage avec du relief. Après sur Face ID en lui-même, on n'a pas pu le paramétrer avec nos propres visages, c'était le visage des démonstrateurs en l'occurrence. Mais ça marchait assez bien de ce qu'on a pu voir, c'était rapide, efficace et puis surtout il n'y avait pas ce besoin qui est souvent important chez les autres constructeurs de mettre le téléphone pile devant son visage, ce qui rend absolument stupide, enfin ça donne l'air d'être absolument stupide. Là même en ayant le téléphone incliné, en le regardant normalement, il reconnaissait le visage. On fait un selfie discret. Thierry, ce choix un peu contraint, on a l'impression d'Apple puisqu'effectivement il y avait une sorte de rupture technologique. On ne pouvait pas, d'une manière efficace, mettre un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. En tout cas, c'est ce que disent les rumeurs. Que penses-tu de ce choix-là et es-tu convaincu? Moi, j'ai envie de dire que d'abord, il va falloir que je regarde aussi à l'usage pour être convaincu. Parce que c'est quand même, mine de rien, le système de sécurisation du téléphone et le système de validation d'un paiement. Bien sûr. Donc, c'est quand même pas une blague. La deuxième chose, c'est que moi, de toute façon, le Touch ID, souvent, il y a des problèmes d'échec. Alors, je n'ai pas la dernière génération. Enfin, on voit toujours de temps en temps, si on a le doigt un peu humide, ça ne passe pas. Donc, et puis, ça devrait marcher sous la douche, hein, a priori. Ça, c'est à tester. Mais en tout état de cause, il y a un truc qui est assez marrant, c'est le taux d'erreur qui a été donné hier par Apple, puisqu'on passerait d'un taux de 1 pour 50 000 à un taux de 1 pour 1 million. Donc, autant dire que quand on a ce genre de statistiques, alors j'espère qu'ils ne se trompent pas, ça veut dire que le système serait, entre guillemets, assez infaillible. Maintenant, c'est comme tout, hein, c'est ce que disait Stéphane, il y aura sûrement quelqu'un qui réussira à tromper, je ne sais pas, avec un masque animé ou avec peut-être un avatar en 3D qui regardera un autre avatar en 3D, je ne sais pas. Donc, de toute façon, ça va être l'enjeu. L'enjeu pour beaucoup, c'est de voir s'il y a la possibilité de faire un scandale par rapport à ça, parce que ça, c'est le grand jeu qui est fait. Je pense que là-dessus, j'imagine qu'Apple a vraiment blindé ses arrières, puisque je pense que ce type de technologie, ce type d'appareil et l'enjeu qui est derrière en termes d'image de marque pour eux, c'est juste, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Voilà. La dernière fonction un peu sympa qui était liée à Face ID, c'était la présentation des animojis. Tu peux nous en dire un petit mot, Grégoire? Tu as essayé? Ouais, exactement. En fait, c'est 12 emojis qui vont réagir en fonction des mouvements que fait l'utilisateur. Donc, ça utilise les capteurs de Face ID, la caméra, le capteur infrarouge. Et donc, par exemple, il y a pas mal d'animaux. Donc, il y a le panda, le chien, le singe. Il y a aussi le robot. Voilà. Et donc, si vous bougez la tête, si vous parlez, donc que vos lèvres bougent, et ben vos mouvements sont retransmis dans l'emoji et l'emoji suit vos mouvements. Donc, vous pouvez par exemple vous enregistrer en train de dire une phrase et c'est l'emoji qui la dira quand vous leur envoyez pareil message. Alors c'est plutôt fun effectivement, mais est-ce que c'est pas quelque part un peu trop décalé par rapport au public qui a les moyens de s'acheter un iPhone 10 peut-être avec Thierry? Il n'y a pas que des animaux, il y a le caca, moi, qui m'a un peu gêné. Oui. Non mais le truc, on est en train de parler d'un appareil qui doit changer des usages, pour lequel on doit trouver des nouveaux usages. Et j'ai trouvé que l'effet démo était juste désastreux. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve au contraire que c'est apporter un petit côté fun à cet iPhone, à cet iPhone 10 et montrer aussi ce que permettent les capteurs qui sont présents en fait, parce que c'est aussi une démonstration technologique dans le sens où on dit voilà, et c'est encore plus vrai peut-être avec la démonstration qui a été faite avec l'appli Snapchat. Pas toujours de bon goût la démonstration techno. Quand même. Non, mais on peut parler de l'application, de la démon qui a été faite avec l'appli Snapchat aussi, où quand on ouvre l'application Snapchat sur l'iPhone 10, l'iPhone scanne le visage. Et on peut avoir comme un masque qui apparaît sur notre visage, et quand on bouge le visage, on a vraiment l'impression que le masque est sur le visage et pas qu'il est virtuel. Oui, qu'il est vraiment collé, plaqué. Pour finir, Thierry. Ouais, mais c'est peut-être mon côté vieux con, mais vieux briscard, je dirais plutôt. Ouais, mais là, je bloque quand même. Parce que moi, je me dis qu'en termes de démonstration technologique, quelqu'un comme Jobs, quand il montrait quelque chose, ça avait de la gueule. Ouais, je ne pense pas que Jobs aurait présenté un caca sur la J'ai trouvé que
Mais bon, après, on ne peut pas faire parler les morts, hein, Thierry. Oui, mais Craig Federighi est en train de faire sa démo avec son côté, alors licorne qui fait. Bon, c'est rigolo, 2 minutes, mais si on replace ça dans son contexte, j'aurais juste un petit peu apprécié qu'on fasse une démo qui soit révélateur de ce qu'on va réellement pouvoir en tirer parti. De manière un peu plus. Alors, je sais très bien que c'est très populaire de montrer ce genre de choses. Moi, c'est la première chose qui amuse mes enfants. Ils sont grands. OK. Mais c'est pas eux qui vont être la cible utilisateur. Et c'est là où il y a peut-être un petit peu un gros décalage entre le côté fun et puis le côté de dire c'est le smartphone du futur. Et moi, j'aurais voulu en voir un peu plus sur ce futur. C'est tout. Ça viendra, Stéphane. Oui, non, j'ai pas grand-chose à dire sur ça, étant donné que, comme Thierry, je pense qu'on n'est pas spécialement visé. Nos enfants vont peut-être aimer, les plus jeunes en particulier. Je remarquerai que Black Mirror, qui est donc la série d'anticipation sur Netflix, que je vous encourage à voir d'ailleurs, ne tweete pas souvent, et genre un tweet tous les 3 ou 4 mois. Et elle a tweeté une seule chose de la keynote, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose dans un des épisodes qui peut éventuellement laisser penser ça. Ouais. Donc la fiction rattrape la réalité. Ah oui, non, mais de toute façon, il faut regarder cette série, je vous encourage. La réalité rattrape la fiction. Voilà. Allez, on va essayer d'aborder un point qui, je pense, vous mettra d'accord. Est-ce que l'iPhone 10 est le téléphone le plus puissant du marché? L'iPhone 10 est équipé d'une nouvelle génération de puces, la puce A11 Bionic. C'est véritablement, tu as senti une différence lors de la navigation, vraiment le plus puissant des iPhones jamais conçus, comme disait Phil Schiller hier? Grégoire. Alors, dans la navigation, dans l'interface, c'était déjà extrêmement fluide avant, et donc là, il n'y a pas de changement majeur. Si vous avez installé la bêta d'iOS 11 sur un iPhone 7 ou sur un iPhone 7 Plus, ça marche, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun ralentissement. Après, c'est plus sur d'autres usages, et notamment la réalité augmentée qui va arriver dans iOS 11 qu'on voit la différence. Les démonstrations qu'on a eues sont assez bluffantes, notamment dans les jeux qui utilisent la réalité augmentée, où il y a une fluidité sans faille dans l'interface, pas dans la navigation. Ouais. Convaincu, Stéphane, tu étais assez enthousiaste parce que tu as, je crois, trouvé quelques chiffres sur le net. Hier, il y avait des comparatifs qui ont été faits via Geekbench, et c'est vrai que rien que voir en single core le score de 4060, alors que pour un MacBook Pro de cette année, donc de juin 2017, il était à 4036. Donc de fait, l'iPhone est plus puissant qu'un MacBook Pro, ce qui est quand même un peu fou. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement aller très très loin dans les applications et donc la réalité augmentée. Et je ne parle même pas du Samsung qui est lui à 2 fois moins, qui est à 2024 en single core. En multicore, on est à 9959, 8869 pour le MacBook Pro, donc aussi supérieur, et à 6279 pour le S8 qui est le plus puissant des Android. J'évoque à peine les autres Android comme le OnePlus ou le P10 de Huawei qui sont bien en dessous. Il est ultra puissant, donc là aussi la réalité dépasse la fiction. Peut-être, d'accord, l'écran est formidable, etc. Mais peut-être nous allons devoir bientôt ne plus avoir besoin d'ordinateur. Ouais, en tout cas, peut-être ça justifiera le prix, mais n'allons pas trop vite. Un mot, Grégoire, peut-être sur l'autre avancée technique importante en termes de... pas de puissance, mais d'usage au quotidien qui vont simplifier la vie des utilisateurs. C'est l'arrivée d'un second stabilisateur optique, c'est ça? Exactement. En fait, les capteurs photos ont été améliorés pour capter plus de luminosité déjà, donc faire de meilleures photos en basse lumière. Et puis les deux capteurs sont maintenant stabilisés optiquement, donc ça permet d'éviter les mouvements involontaires qui perturberaient une vidéo ou une photo. A priori, c'est assez réussi. Alors bon, évidemment, on a essayé l'iPhone 10 que dans de bonnes conditions de luminosité, mais c'était assez bluffant. Et puis alors, on parlait là justement de la stabilisation optique, mais il y a aussi plein de nouveaux modes photo, le mode portrait notamment qui permet de faire un effet de flou derrière un sujet. Un selfie, Exact. Alors, il arrive sur le mode selfie, effectivement, et puis il a aussi plus d'options. On peut modifier notamment les contours du sujet. Est-ce que c'est plus lumineux, un dégradé de sombre ou tout ça? Est-ce qu'on veut l'utiliser en noir et blanc? Enfin, c'est assez bluffant, et les photos qu'on a pu voir et nous prendre étaient particulièrement réussies. Ouais, donc le double stabilisateur optique, il faut préciser que l'iPhone 7 avait un stabilisateur optique uniquement sur un seul des capteurs, exactement. que sur le grand angle, et que quand on utilisait le mode portrait notamment sur le téléobjectif, sur le zoom, évidemment, on n'avait plus de stabilisateur, et ça se voit parfois, notamment lorsqu'on fait des vidéos. On parlait du prix un instant. Est-ce que vous considérez que le prix
de cet iPhone 10 qui a fait couler beaucoup d'encre et justifié. On en parle dans ce prochain chapitre. 1159 €, c'est le prix de l'iPhone 10. Il a fait énormément de débats, il a fait énormément de polémiques sur Internet. Est-ce que vous considérez que c'est le prix de l'état de l'art du marché? On commence peut-être par Thierry. J'ai résumé le fond de ma pensée. Ce qui me gêne un peu, c'est le prix d'entrée, quoi, avec un 64 Go. Ouais. Donc je suis un sale gosse, moi, sur un appareil dépassé 1000 €. Bon, alors forcément, on va tous regarder le 256. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Donc c'est très tentant. Est-ce que c'est trop cher? C'est très cher. Trop cher, je ne sais pas. Après, maintenant, on a vu il y a des iPhones pour les pauvres, c'est ça, si j'ai bien compris, puisque le SE, il n'a absolument pas évolué techniquement. On aurait peut-être aimé quelque chose de ce côté-là. On nous avait dit plutôt le contraire, mais peut-être que ça va arriver quand même. 350 $, hein, le SE aujourd'hui. Hein. Donc ou euros hors taxe, je ne sais plus. 50 dollars. Non, mais je dis ça parce que là, aujourd'hui, on rajoute 20% par rapport au dollar et on a le prix en France, en euros. Donc, oui, c'est cher, c'est certain. Alors, est-ce que c'est... Moi, j'ai envie de m'amuser à un petit jeu qui consiste à dire, là, ils sont en train de payer, et ça a été dit plusieurs fois, hein, ils sont en train de payer le fait qu'ils maîtrisent absolument pas les dalles et qu'ils sont obligés de passer par un fournisseur qui, visiblement, leur fait payer le prix de l'excellence. Donc, il y a déjà ça d'un côté. De l'autre côté, je trouve ça pas forcément inutile pour Apple, de positionner ce téléphone en très haut de gamme. C'est un produit premium. A priori... Là, ils maîtrisent absolument. Ils n'ont pas la capacité de tout shifter en écran OLED, quoi qu'il arrive. Oui, ça c'est clair. Donc du coup, on a un étalement, on a un véritable effet de gamme jusqu'à ce téléphone qui est le téléphone d'exception du futur. Et au milieu, ces iPhone 7S/8, hein, parce que ça, c'est une belle dénomination marketing. Bon, à des tarifs qui sont quand même assez aussi importants. Fait que, bon, là, il y a un véritable effet de gamme avec des tarifs qui s'échelonnent de manière assez radicale. Donc, c'est vrai qu'on va passer de 400 et quelques pour le SE à plus de 1300 pour le très haut. Quelque part, c'est le prix d'un ordinateur. Mais il est aussi puissant qu'un MacBook Pro, voilà, c'est le prix d'un MacBook Pro. C'est ce que j'allais dire. C'est aussi un ordinateur qu'on a... Non, je plaisante. Mais il y a quand même une question que je me pose, c'est quand on regarde, par exemple, avec le Galaxy... S8 Note 8. Ou le Note 8, il y a quand même, eux, ils ont une petite base qui est en plus, sur lequel on va pouvoir reporter des applications et les utiliser sur l'écran. Donc, il y a ce côté, c'est un ordinateur miniaturisé, il n'y a pas cet effet-là sur chez Apple. C'est en option, hein, quand même, chez Samsung. Voilà, il faut savoir que oui, on parle du Dex, là, en l'occurrence, chez Samsung, ça vaut quasiment 200 €, je crois. Donc, on n'est pas très loin du prix, regarde. Bien que le Note 8... Le Note 8 est à 1009. Hein, il est à 1009, donc on n'est pas très loin. Il est déjà très cher aussi. Quelle est ton opinion, Stéphane? Est-ce que tu considères qu'Apple devrait rogner un peu plus sur ses marges? On sait qu'Apple, c'est son ratio minimum 40% de marge. Je ne sais pas si c'est 40% ou pas, mais marge là, on atteint quand même... si le futur du téléphone veut dire qu'à chaque fois, pour les prochains téléphones, il faudra dépenser plus de 1000 € pour avoir le nouveau, le 11, le 12, le 13, le 62. Il est là. Ouais, ça va être un petit peu. Là, c'est un petit peu. Je trouve que c'est un peu cher. Beaucoup disent que parfois dans la gamme qui va rester, qui est encore maintenue, donc entre le SE, le 6S, le 7, le 8 plus, donc le 10, ils disent le meilleur téléphone serait le moins cher, en qualitativement parlant, en qualité-prix. Bon, pourquoi pas. L'iPhone SE. L'SE. Maintenant, là, j'ai fait une petite conversion sur le site d'Apple. On voit que le prix du 64, déjà, on impose deux formats, donc 64 ou 256. Pas avoir de 128. Avant, c'était 16, 32, 128. En 16, c'est plutôt bien que ça soit plutôt bien que ça soit séparé. Donc, en gros, on part sur des grosses capacités. Celui qui a un petit besoin, 64. Celui qui a une grosse besoin, c'est 256. Avec le cloud aujourd'hui, on aurait pu éventuellement... Bon, OK, passons. Ça, c'est un choix et on va dire que c'est peut-être pas le plus contestable. Là, il dit donc, pour le 64, on est à 1159 € et pour le 256, à 1329 €. Aux US, les deux mêmes sont à 999 $, ce qui fait 882 € avec la taux de conversion aujourd'hui.
Donc, il y a une différence de 300. Attention sur les prix US quand même, parce que Apple annonce des prix US hors taxes, vu que les taxes varient selon les États. Et on monte, à part dans quelques, je sais plus, je crois que c'est 4 ou 5 États maximum où il n'y a pas de taxes, mais sinon on monte très vite à au moins 1050, voire 1060 euros, 1060 $. Ouais, mais c'est 8 à 10%, de toute façon, ce sera bien 200 € de moins qu'en France. Et donc c'est ça qui est un petit peu particulier. Donc il y a quand même une différence qui est majeure. Et là, j'ai trouvé même sur Twitter un tweet en photo qui a été retweeté près de 10 000 fois. Oui. On voyait que l'iPhone 10 en Europe vaut 1159 €. Aux USA, il vaut l'équivalent donc de 830 €. Un aller-retour sur la compagnie Wow Air qui passe par Reykjavik, c'est 275 €. Deux nuits à Airbnb, c'est 50 €. Donc un Paris-New York avec l'achat d'un iPhone coûterait moins cher. Vous voulez acheter un iPhone, allez l'acheter aux États-Unis. Voilà, à New York. Vous avez le voyage gratos. En gros, l'idée et le séjour. Mais c'est une bonne idée. Voilà, donc si on veut vraiment le faire. Donc je crois qu'il y en avait qui l'avaient fait pour l'iPad. À l'époque, ou pour l'iPhone, parce qu'on ne trouvait pas, parce qu'il y avait une raréfaction qui était claire. L'iPhone était disponible qu'aux États-Unis la première génération. Et donc il y en avait plein qui avaient fait l'aller, etc., retour pour pouvoir l'avoir. Mais c'est vrai que les prix peuvent poser un problème. En tout cas, moi, il m'en pose et ça veut tout dire, en fait. Ouais, moi, ça ne m'étonne pas par rapport à la boutique d'Apple, mais je pense ce qu'il faut espérer, c'est que les technos se vulgarisent, se popularisent et le prochain iPhone SE d'ici 2 ou 3 ans sera l'équivalent d'un iPhone 10. Moi, ce qui m'a le plus intrigué, Grégoire, on était vraiment les tout premiers à en refait le Mac durant notre live à vous en parler, à savoir la disposabilité problématique de cet iPhone 10 entre 4 et 6 semaines d'attente. Est-ce que Apple a évoqué à Cupertino les raisons de ce retard ? Alors non, pas un mot sur le lancement un peu décalé de l'iPhone 10. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je ne suis pas sûr. Lancer 3 nouveaux iPhones, donc 2 iPhone 8 et un iPhone 10 le même jour, ça aurait été un peu perturbant, je pense, en termes de marketing pour eux, en termes de communication aussi. Grégoire, c'est ça, faire une faiblesse, une force, c'est ça que tu es en train de nous dire ? Ouais, je sais pas, c'est effectivement, je pense que oui, il y a ça. Et après, sur la disponibilité, moi, il y a autre chose qui m'a beaucoup surpris. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais de mémoire, les iPhone 8, ils vont être lancés dans 25 pays le 22 septembre, donc vendredi prochain. Par contre, les iPhone 10, le 3 novembre, ils vont être lancés dans 55 pays en même temps. Donc même s'ils comptent en vendre moins, ça veut dire qu'ils pensent quand même être en mesure d'en produire beaucoup d'ici là. Ouais. Et rattraper le retard. Mais encore une fois, on peut s'étonner du retard. Je pense que voilà, si Apple avait pu le sortir le plus tôt possible, puisque d'année en année, on voit qu'Apple récourcit de plus en plus le temps entre l'annonce lors de l'Apple Event. Oui, mais là c'est un peu différent. Si tu veux, comme c'est un iPhone anniversaire qui n'a pas vraiment de prédécesseur, est-ce qu'il aura un successeur d'ailleurs, on ne sait pas. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le sortir très vite ? Non, moi, je pense que oui. Il pouvait justement se permettre de... Mais Grégoire, je pense aussi qu'il y a un problème tout simplement de supply chain, de fabrication, et que il y a je ne sais pas qui en parlait tout à l'heure, mais je crois que c'était peut-être Thierry. Le fournisseur de dalle, il n'y en a pas énormément et ils ont du mal à produire un produit de qualité qui correspond aux critères d'Apple. Mais on verra, on en saura peut-être plus dans 4 à 6 semaines, début novembre, la disponibilité de l'iPhone 10. On a beaucoup parlé de l'iPhone 10 aujourd'hui. On va essayer de parler du modèle intermédiaire qui est arrivé, l'iPhone 8. L'autre grande nouveauté en matière de téléphone du côté d'Apple, c'est l'arrivée de l'iPhone 8. On attendait plutôt l'arrivée d'un 7S. C'est finalement l'iPhone 8. Est-ce qu'on peut vraiment parler des nouveaux modèles ? Est-ce que ce n'est pas plutôt un modèle intermédiaire comme on avait d'habitude aux années impaires de chez Apple, Grégoire ? Alors, si cet iPhone 8, effectivement, il reprend tout ce qu'on connaît déjà d'un iPhone 7 ou même d'un iPhone 6S, voire même d'un iPhone 6. C'est 2 tailles d'écran, donc les 2 modèles, le normal et le plus. La grosse différence, en revanche, c'est que la coque arrière, qui jusqu'à présent était en métal, est maintenant en verre. Et donc, on a un iPhone qui est full métal, entre guillemets. Il y a juste les tranches, en fait, qui restent en... Ouais. Ça se perçoit pas, on ne le perçoit pas vraiment, en fait, que esthétiquement, moi je n'ai pas eu la chance de l'avoir en main comme toi, on a l'impression que ça ne change pas. En fait, c'est du verre, et au toucher également, on ne le perçoit pas forcément. Alors au toucher, on le perçoit quand même un peu parce que le verre est peut-être un petit peu plus glissant, pas dans le mauvais sens du terme, mais que le métal. Oui. Et puis ce qui m'a surpris, c'est quand même que ce verre, et c'est d'ailleurs le même constat que sur l'iPhone 10, il est très agréable. On n'a pas du tout une sensation comme on peut avoir parfois de froid
qui est assez désagréable. Là, c'est vraiment agréable de prendre en main l'iPhone 8. Alors, le verre, il faudra faire attention effectivement à la casse. On verra, on sait que c'était le grand défaut du précédent modèle d'iPhone équipé d'un dos en verre, c'était l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Mais en tout cas, l'avantage du verre, c'est qu'enfin, ça y est, Apple a adopté un système de recharge à induction sans fil. Exactement, ça c'est valable pour l'iPhone 10 et pour ces deux iPhones-là. On peut les recharger sans fil, donc par induction en les posant simplement sur le chargeur. En plus, ils ont opté pour une technologie standard, donc l'avantage c'est que les chargeurs qui existent déjà sont compatibles avec ces nouveaux iPhones. C'est le chip, c'est ça le standard? Exactement. Parce qu'Apple ne sort pas de chargeur dans l'immédiat, ils en sortiront un, le AirPower, mais pas avant l'année prochaine, il n'y a pas de date précise. Donc on va utiliser des chargeurs construits par des partenaires, ça peut être Mophie. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps? On sait que Samsung, ça fait des années, d'autres constructeurs, même du temps de BlackBerry, il y avait déjà du chargement sans fil. Je pense qu'ils étaient, oui. ils étaient pas prêts en fait. Enfin, ils pensaient que la technologie n'était pas prête et on peut pas leur donner complètement tort parce que même si la recharge sans fil effectivement elle existe sur les téléphones haut de gamme Android depuis plusieurs années, je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui l'utilisent au quotidien parce que tout simplement il y avait d'une pas d'accessoires compatibles. Et de deux, la philosophie, l'objectif final de la recharge sans fil, c'est de dire demain, on arrive dans un bar ou dans un magasin et on pose son téléphone sur le comptoir et il se recharge. Donc ça prend du temps, évidemment, parce que ça suppose d'installer des accessoires qui ont cette technologie de recharge. Ça commence à arriver. Alors en France, ça tarde un peu, mais aux États-Unis, ça y est, notamment dans les Starbucks, par exemple, il y a des tables de recharge sans fil. Stéphane ou Thierry, il a bien défendu la position d'Apple. Est-ce que vous êtes convaincu? Par l'iPhone 8, non. Là, très honnêtement, on est sur un... Moi, j'avais dit avant que les fuites, je les trouvais un peu trop bien orchestrées. Ouais. Parce que quelque part, je trouvais que comme ils ne sont pas capables de passer tout ce qu'ils produisent aujourd'hui en écran OLED, ça permettait de préparer le marché en se disant il y aurait encore une évolution de l'iPhone 7. Et si on s'amuse ce qui est bien, c'est qu'il y a un comparateur sur le site. Hein, on met le 6S, le 7, le 8, et on regarde les différences majeures qu'il y a en dehors de la puce, d'accord ? Effectivement, on passe de A9 à 10 à 11 sur les trois modèles. Et puis le fait qu'on commence sur l'iPhone 8 à 64 Go au lieu des 32 Go qui sont proposés, sérieusement, on a vraiment l'impression que l'iPhone 8, c'est vraiment l'iPhone par défaut, quoi. Oui, c'est une évolution. Enfin, par défaut, je sais pas, c'est une évolution dans la continuité. C'est un iPhone 7S. Ouais, enfin, c'est pas une évolution. Pour moi, c'est pas une évolution dans la continuité. C'est la preuve que Apple est infichu aujourd'hui de revoir entièrement les process de fabrication de ses téléphones. Et du coup, ils sont obligés de segmenter. Voilà. Il y a un autre problème aussi, c'est outre la fabrication, un problème de prix. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir juste un seul iPhone à 1159 € et pas de modèle moins cher. Ce n'était pas envisageable. Stéphane, ici en plateau, l'iPhone 8, son positionnement, son prix, 809 € à partir de 809 €. Convaincu? C'est sûr qu'il ne fait pas le figure à côté du 10. Ouais. Il y a moins l'effet waouh. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros... Il y a la base dédiée AirPower qui est plutôt sympa, on n'en a pas parlé. Voilà, les couleurs... Qui n'est pas compatible qu'avec l'iPhone 8 d'ailleurs, mais aussi l'iPhone 10, c'est la montre et les casques sans fil. Pourquoi on changerait de téléphone? Donc ceux qui ont éventuellement un téléphone un peu ancien et qui sont sur le point de... qui ne veulent pas mettre 1 000 €, etc. Ceux qui ont un 5S, un 6, un 6S, ils prendront peut-être un 8 ou un 8 Plus. Mais ceux qui ont un 7, l'évolution, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas, et en gros, des gens qui étaient restés à l'iPhone 5 ou à l'iPhone SE. En gros, s'il n'y avait pas eu l'iPhone 10, et que si pour ces 10 ans, il n'y aurait eu que ça, ça aurait été la catastrophe. Et je pense que là, ce n'est pas le cas, tant mieux. Oui, on aurait dit Apple en panne d'innovation. C'est moins le cas. En tout cas, ce n'est plus le cas sur l'iPhone 10. Moi, une fonction que j'ai trouvée très sympa, on n'a pas beaucoup parlé lors des keynotes, c'était la recharge rapide filaire. Ça correspond au standard d'Android. Grégoire, la possibilité de recharger son téléphone très très rapidement, quelques minutes simplement. Exactement, ouais, c'était à la fin sur une slide, la slide qui résumait les fonctions des nouveautés de ces iPhones. On peut en une demi-heure atteindre jusqu'à 50% de batterie. Vraiment, hein. Et ça manquait vraiment. C'est quand même une vraie bonne nouvelle. Oui. En gros, pour compléter ce point-là, il est dit quand même que ça va charger. Il y aura 50% de charge en plus sur la batterie qui a été chargée en 30 minutes, qu'à condition d'avoir un fil USB-C.
Oui, D'accord. alors oui, effectivement, il faut acheter le chargeur USB-C. Voilà, encore un chargeur à racheter. D'accord. Sauf si tu as déjà Moi, j'ai tout, j'ai tout. un MacBook Mais... Pro. Oui, mais Bien, ouais, c'est d'accord. C'était une Encore. précision importante. Voilà. On aura l'occasion de revenir sur l'iPhone 8 puisqu'il va être disponible relativement rapidement, donc on va vous le présenter sous toutes les coutures. On va plutôt essayer de répondre à une question que vous posez tous. Faut-il choisir un iPhone 8 ou un iPhone 10? Alors, quelles sont les vraies différences, Grégoire, outre le prix évidemment, entre ces deux modèles? On a parlé de la stabilisation optique, bien sûr. Tu as parlé également du mode portrait à l'avant. Ça va être vraiment utile d'avoir un stabilisateur optique sur le mode portrait, hein. Le mode portrait, puis même avant tout ça, je pense que la première chose, c'est l'écran OLED l'écran OLED et oui, et cet écran et ce design un peu complètement nouveau. L'écran est une évidence, c'est l'écran, Voilà. c'est le principal argument de vente, comme l'a fait Samsung dans ses remarquables publicités d'ailleurs, hein. Exactement. Et donc voilà, donc il y a ça. Et après, il y a tout ce qui est sur la photo et dont on parlait, donc la double stabilisation optique à l'arrière, les nouveaux effets portrait, y compris à l'avant. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment tout ça, ça différencie bien l'iPhone 10 de l'iPhone 8. Et ça apporte une En vraie revanche, rendu. Enfin, on parlait tout à l'heure du oui. prix justifié ou pas de l'iPhone 10. Moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe avec ce téléphone, c'est que ça recrée du désir, entre guillemets, et une envie pour un smartphone, alors que ça fait des années, enfin ça fait plusieurs années en tout cas, que à chaque fois qu'on annonce un téléphone, et Apple ou pas Apple d'ailleurs, c'est pas décevant, mais c'est assez quelconque, quoi, en fait. D'accord, c'est assez bien vu. La puissance est identique par contre, on ne l'a pas souligné, mais Oui, c'est les deux mêmes puces, c'est deux puces à entre 11 l'iPhone bioniques 8 dans les deux. et l'iPhone Il y aura 10. peut-être une différence, ça pour le coup on ne sait pas parce qu'Apple communique pas là-dessus, il y aura peut-être une différence sur la quantité de mémoire vive, mais c'est tout. Par contre, on a vu une vraie différence en termes d'autonomie par rapport à l'iPhone 7, plus 2 heures d'autonomie. Là, tu penses que c'est dû à l'adoption des dalles OLED? Alors, il y a l'adoption des dalles OLED qui, effectivement, doit faciliter les choses parce que quand la dalle OLED affiche du noir, elle ne consomme pas, alors qu'un écran LCD, comme il est présent sur les iPhones actuels, consomme de l'énergie. Il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi tout un travail d'optimisation derrière avec iOS 11 de la batterie. Et c'est là où Apple a un vrai avantage en maîtrisant et le hardware et le software, c'est qu'ils peuvent se permettre ce genre d'optimisation. Alors, on va clôturer le chapitre des iPhones. On va parler de l'autre nouveauté, il ne faut pas l'oublier, la fameuse toquante numérique d'Apple, l'Apple Watch série 2. Grégoire, on peut parler d'une évolution dans la continuité. Esthétiquement, rien ne change. Apparemment, tu l'as eu au poignet ou presque. Qu'en est-il vraiment une fois qu'on l'a au poignet, tout simplement? Alors oui, effectivement, je l'ai eu au poignet. Sans vous raconter ma vie, moi j'ai une Apple Watch série 2 habituellement sur moi. Alors c'est la même chose, hein. Si vous ne jetez pas un coup d'œil en détail, vous ne vous rendrez même pas compte que c'est une Apple Watch série 3 que vous avez au poignet à la place de votre série 2, parce que c'est le même design, la même forme, les deux mêmes modèles 38-42 mm. Ouais. Par contre, quand on a le modèle GPS plus 4G plus cellulaire, là, pour le coup, on a un petit sur la roue qui est sur le côté. On a comme une petite pastille rouge. La couronne, oui. Exactement, sur la couronne, on a comme une petite pastille rouge. Et alors, la différence se fait plus en termes d'usage qu'en termes d'apparence. Et pour le coup, moi, cette Apple Watch 4G, elle répond à une vraie attente, à une vraie demande, parce que c'est tout bête, mais mon iPhone 7 Plus aujourd'hui, parfois je sors du bureau à 19h, 19h30. J'ai oublié de le charger un peu dans la journée et comme je l'utilise énormément, je me rends compte qu'il lui reste 2-3% de batterie. Je prends le métro, mon téléphone s'éteint tout simplement parce qu'il n'a plus de batterie. Et en sortant du métro, j'aimerais bien pouvoir avoir mes SMS ou mes appels sur ma montre qui, elle, a toujours de la batterie. Donc voilà, là maintenant, comme l'Apple Watch sera 4G, ce sera possible et on pourra recevoir ces SMS ou passer des appels, y compris quand soit son téléphone est éteint, n'a plus de batterie, ou alors quand on ne l'a pas avec soi. Ouais, Grégoire, une précision, est-ce que tu penses qu'il sera possible d'installer directement des apps avec la connexion 4G? Alors je crois pas. En même temps, moi ça me semble pas être une nécessité immédiate dans le sens où l'Apple Watch réplique les applications qu'on a sur son iPhone et donc a priori on utilise les mêmes applications sur son iPhone et sur sa Watch. Thierry, la 4G c'était vraiment le maillon manquant. Il fallait vraiment couper le cordon avec l'iPhone pour vraiment laisser s'envoler ce device qui ne soit plus dépendant du téléphone star d'Apple, hein. Alors, il est plus dépendant, oui, pour envoyer des SMS, pour pouvoir téléphoner, pour écouter de la musique, ce qui est une bonne idée. Il est quand même dépendant de l'iPhone parce qu'on ne peut pas l'utiliser sans iPhone, hein, puisque rappelons quand même qu'il y a un logiciel qui gère directement ce qu'on vient de dire, l'ensemble des applications qui sont embarquées. Donc oui, c'est le truc qui manquait. Maintenant, j'ai envie de dire, moi, je me pose quand même une question, c'est que, a priori, si j'ai bien vu les slides, il n'y a qu'un seul opérateur en France qui va être compatible avec. Orange, c'est ouais. Orange, effectivement. Ouais. Orange. Alors, qu'est-ce qu'il en est
des autres clients qui peuvent être utilisateurs des réseaux Free, Bouygues Télécom et SFR. Donc, moi, c'est la question que je me pose. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est quelque chose de virtuel qui est proposé sur les réseaux Orange et qui fonctionne avec les autres concurrents. Donc ça, personne n'en a parlé, on ne sait pas encore. Bon, donc ça reste une bonne idée. Les prix On vous ont en dira augmenté. plus dans une prochaine émission. Voilà. Là, c'est mystère et boule de gomme. Voilà, on ne peut pas trop vous en parler parce qu'on a on a promis de ne pas en parler. Avec toi, Stéphane, en plateau, est-ce que tu considères d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de nouvelles coloris aussi de cette Apple Watch, toi qui aimes bien les couleurs, comme on peut voir sur ton MacBook? Oui. Est-ce que tu trouves que le prix est bien calibré cette fois-ci, contrairement à l'iPhone 10, 449 €, contrairement à 362 € pour la version non 4G, mais qui est quand même une série 3, donc améliorée, plus rapide. Faut préciser que la série 2 disparaît et par contre la série 1 reste au catalogue pour populariser l'Apple Watch à 269 €. C'est un choix un peu étonnant de garder le série 1 et supprimer la série 2. Oui, tout à fait, parce qu'en gros, on savait que tous les défauts de la série 1 avec cette montre qui durait 10 minutes, quoi. J'exagère à peine. Alors, il faut une précision quand même sur la série. La série 1, c'est le modèle mis à jour. C'est pas la première version qui est sortie au tout début. Oui, on parle bien de la série 1 qui avait été mise à jour en même temps que la sortie de la série 2 l'an dernier. Oui, c'est à peine mieux, quoi. Bon, mais c'est vrai que elle a quand même un processeur plus rapide. Oui, mais elle n'a pas de GPS, c'est ça, et elle n'est pas étanche, c'est celle-là, hein? Elle n'a pas de GPS et elle est résistante à l'eau, mais pas étanche. Voilà, d'accord. En fait, le truc, c'est qu'ils ont mis 3, comme j'ai pu le dire aussi avant, ils ont mis 3 versions pour arriver à le modèle de base pour que ce soit utile. Il a fait 3 versions bêta, quoi. Ouais, je pense qu'on a bien tous testé. La déception quand même, c'est de voir quand même que depuis 3 ans, les éditeurs d'appli n'ont pas fait de grands efforts pour pouvoir faire des choses utiles. Mais bon, j'espère qu'avec celle-ci, ça sera l'explosion, pardon. Et par contre, ce qui va être très intéressant, c'est tout ce qui va être au niveau santé. Et là, on rentre tous dans des années un peu grises, la quarantaine, etc. Il faut se soigner. On n'y pense pas. On n'y pense pas trop. Non, mais on n'y pense pas trop. Et Grégoire, il a encore un peu le temps. Ah, mais Grégoire, il est très jeune, hein, j'espère qu'il est là. Mais en gros, c'est vrai que là, la santé, on va peut-être se responsabiliser un petit peu. Et pas devenir hypocondriaque, mais se responsabiliser un petit peu. Et je trouve que ça a ses vertus. Voilà. Ouais, il est clair qu'on l'a vu lors de la keynote dans la bouche de Tim Cook. La santé, c'est véritablement le futur de cet objet qu'on destine à porter tout le temps. Oui, parce que ce que disait Tim Cook sur scène, c'est que l'Apple Watch serait le tracker cardiaque le plus utilisé dans le monde. Écoute, l'avenir le dira, mais c'est vrai que c'est encore un peu tôt. Il y a des problèmes d'agrément, et puis une nécessité de populariser. Il manque encore une app killer, on l'a dit. Ça reste encore la fonction préférée des utilisateurs de l'Apple Watch pour les sportifs, c'est la fonction activité. Maintenant qu'elle est de plus en plus autonome, espérons effectivement qu'un écosystème va vraiment se développer. Dernier point pour conclure cette émission, l'Apple TV, bien sûr. La 4K, Grégoire, est au menu sans surprise de l'Apple TV. C'était presque un peu étonnant qu'Apple ait attendu plus de 2 ans, c'est ça de mémoire, pour faire évoluer son petit pavé noir à brancher la télé. Mais alors, encore une fois, alors c'est la philosophie d'Apple, mais je ne sais pas s'il y avait une urgence à sortir une Apple TV 4K dans le sens où... Alors là, les ventes n'étaient pas excellentes. Tu as vu qu'ils se sont laissés dépasser aux États-Unis de manière assez sensible, alors l'Apple TV de la génération présente avait vraiment fait un boost sur les ventes. Là, elle s'était quasiment beaucoup essoufflée ces derniers trimestres. Il y avait urgence. Oui, mais après, est-ce que c'est vraiment le fait qu'il y ait la 4K et maintenant le HDR qui va déclencher l'achat d'une Apple TV? Je suis pas sûr. Ça c'est vrai pour les gens qui ont une télé 4K, mais les autres vont continuer. Enfin, aujourd'hui, sachant que le modèle précédent continue à exister et voit son prix baisser, les gens qui ont une télé 4K vont acheter ce nouveau modèle. Ceux qui n'ont pas de télé 4K vont acheter le modèle précédent. Ils ne vont pas s'acheter une Apple télé 4K s'ils n'ont pas de télé 4K. Au-delà, Thierry, il faut une télé 4K, il faut surtout une bande passante nécessaire à la 4K. Et on n'est pas tous égaux en France sur ce côté-là, Thierry. Non, loin s'en faut. Enfin, est-ce qu'Apple comprend le marché de la télévision aujourd'hui? Moi, c'est une bonne question que je me pose. D'abord, j'ai un téléviseur 4K. J'ai pas besoin de mon Apple TV pour regarder Netflix, pour regarder Amazon Prime, pour regarder. Il y a toutes les applications dessus. Donc, j'ai une Apple TV qui est effectivement ce que j'ai acheté il y a 2 ans. Et j'aurais bien aimé qu'ils mettent à jour cette Apple TV. Je rappelle qu'on change le câble. La puce est suffisamment puissante pour décoder de la 4K.
Moi, on me dit, tiens, tous les films que tu as achetés, tu peux en disposer maintenant en 4K sur le nouvel appareil. Je fais, ouais, mais là, il n'y a plus écrit pigeon. Ouais. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ouais. Moi, l'Apple TV, j'utilise pour écouter de la musique. C'est génial. Maintenant, pour regarder des films, de moins en moins. Je rappelle quand même que les box qui sont livrées quand on a de la haute définition sont 4K, mais alors justement, c'est-à-dire qu'il y a... ça c'est un point bien précis. On a tendance à regarder le marché français. Ah ben moi, je ne vais la pas partie- regarder le marché. Je vais pas regarder le marché américain. Hein. Non, mais oui, mais justement, c'est une des grosses différences. C'est-à-dire que le marché français, avec les box, les opérateurs, on a effectivement accès à plein de fonctions, des On est replays, assez toutes gâtés, ces choses-là. Voilà. Voilà, alors que dans plein d'autres pays, et même sans aller jusqu'aux États-Unis, ces box-là n'existent pas, et donc les gens ont une vraie utilité. Ce genre de boîtier a une vraie utilité et permet de on a regarder quand même des films, l'impression, Netflix, Grégoire, tout ça. pas pour aller dans le sens de Thierry, mais qu'il y a eu énormément de rumeurs tout au long de l'été. Il y a eu même la rumeur sur la télévision d'Apple qui est ressortie du chapeau. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Ouais, Et on a vraiment l'impression qu'il se passe des choses du côté de la télé, du côté des droits, et qu'Apple en garde sous la semelle, notamment pour proposer son propre service de c'est streaming ça. Alors, concurrent de justement, Netflix. il y a aussi dans les actualités de cet été, il y a l'investissement d'Apple annoncé par le Wall Street Journal d'1 milliard, si je ne dis pas de bêtises, C'est une broutille. dans les contenus originaux. Oui, mais c'est un début. C'est une broutille, effectivement, par rapport à Netflix ou Amazon Prime. Il y a un moment, il faut bien commencer, et il faut se rappeler que Netflix et Amazon Prime, quand ils ont commencé, ils n'investissaient pas 7 milliards chaque année dans les contenus. Ouais, comme ils ont pu le voilà, faire avec retard avec Apple Music par rapport à Spotify. Voilà, il faut commencer avec Apple Music. Et d'ailleurs, l'exemple d'Apple Music est excellent. C'est-à-dire qu'Apple Music s'est lancé bien après Spotify, bien après Deezer. Résultat, aujourd'hui, ils sont deuxième. Et alors, ils ont plus de 27 millions d'abonnés payants chaque mois. Ouais. Donc, voilà, ils sont capables de rattraper. Oui, Spotify. L'ergonomie, on peut encore en parler, mais par rapport à Spotify. Mais ils ont quand même réussi à rattraper. À rattraper leur retard très rapidement, parce qu'il faut se rappeler qu'Apple Music a tout juste 2 ans. Donc voilà, c'est quand même, ça montre bien qu'ils peuvent être capables de faire la même chose dans le streaming vidéo. Pour conclure cette émission et pour conclure avec Stéphane et l'Apple TV, pour aller un peu dans le sens de Thierry, on a l'impression que c'est vrai que Apple n'a pas vraiment beaucoup d'appétit pour vendre ce boîtier noir. Il n'y a pas eu de campagne publicitaire massive, c'est assez discret. Il laisse le produit se développer et ça a plutôt bien marché en France avec l'apparition notamment de l'application MyCanal ou encore Molotov TV. On a l'impression qu'Apple également est un peu en situation attentiste, attend que le marché soit mature pour cela. On le voit sur l'Apple Watch et aussi le vrai sur l'Apple TV. Moi, je crois encore à une télé d'Apple. Je sais pas, moi je le pense pas, mais en fait, quand on regarde tous les écrans qu'on a en face de nous, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, le tableau de bord de sa voiture ou sa télé, le seul vraiment écran partagé, c'est la télévision. En gros, on achète un produit, c'est une télé, et elle est partagée par plusieurs personnes. Un téléphone. La tablette aussi, quand même. Comment ? La tablette aussi, quand même. La tablette, elle est grosso modo, je ne sais pas si elle est aussi partagée que la télé, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas les profils séparés, ça va être un peu compliqué de la partager. Mais bon, ça c'est un autre point. Donc en gros, je ne sais pas si c'est leur obsession, comme tu l'as dit Olivier, pour eux par rapport à l'iPhone et les ordinateurs qui prennent, je crois qu'ils leur apportent la quasi-totalité des revenus, des revenus de la maison. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont acheté l'Apple TV il y a 2 ans, je ne sais pas s'ils vont passer à la 4K. Ça ne m'étonne pas. Mais par contre, ceux qui ont des anciennes ou qui n'en ont pas, tant mieux pour eux, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, les éditeurs d'applications, ils ont fait leur boulot. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Voilà. L'écosystème est en train de se développer. Voilà, et donc là, paradoxalement, par rapport on va voir aussi du côté des jeux vidéo si ça va bouger véritablement. C'est encore assez mou. Voilà, ça évolue lentement. Moi, j'aurais bien voulu une petite mise à jour de la télécommande. Mais on aura encore l'occasion d'en parler de l'Apple TV puisqu'on va la décrypter dans cette émission très prochainement puisqu'elle va être disponible assez rapidement. Vendredi prochain, 22 septembre. On aura l'occasion d'en parler très très vite. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à ce 269e épisode d'On refait le Mac. Une mission un petit peu particulière, un peu différente dans son format, puisqu'on voulait simplement vous faire un débrief et vous dire, faire une petite analyse à chaud des annonces d'Apple en compagnie de Grégoire à Cupertino, à Saint-José. Merci Grégoire d'être rejoint à nous. Pas de souci, merci à vous. Et on te retrouve sur Europe 1 et europe1.fr, c'est bien ça? Exactement, Europe 1 le matin avant le journal de 6h pour parler innovation et toute la journée sur europe1.fr/technologie. Merci Grégoire. Quant à Thierry, on te retrouve très vite, tu reviens quand tu veux dans cette émission, tu le sais? Ah oui, ça je sais, un grand merci. Voilà. Et Stéphane, toujours fidèle au poste, on a
pas beaucoup dormi ces derniers jours entre la keynote, la préparation de la keynote et ce débrief. Merci de cet effort, Stéphane, et d'être encore là présent. C'est un plaisir. Et quant à nous, on se retrouve, si vous êtes d'accord, dès la semaine prochaine. Au revoir.